Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux, le podcast qui met en lumière le travail formidable réalisé par les acteurs du secteur. Je m'appelle Arnaud Chevalier et après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'aide les établissements de santé à adopter les meilleures innovations pour simplifier et améliorer leur quotidien. J'ai créé ce podcast pour partager les belles expériences portées par des gens passionnés. Avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode et encore mieux, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager à vos collègues. Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je discute avec David Chassagne qui est fondateur d'un organisme de formation, DFC Formation, et ensemble on va parler de la gestion des agressions. C'est un des sujets que vous abordez, alors peut-être pas le plus souvent, vous allez nous le dire, mais en tout cas, s'il y a un spécialiste de la gestion des agressions et de la formation des équipes, et notamment des équipes soignantes à la gestion des agressions, j'ai l'impression que c'est vous et du coup, merci de participer à cet épisode. Et puis, je voulais aussi préciser, je ne vous l'ai pas dit juste avant de commencer, mais moi, j'ai dû y penser plusieurs fois sans vous envoyer le message pour vous le proposer, mais c'est une directrice qui m'a, là, j'ai pas le nom comme ça, mais qui m'a envoyé un message un jour en disant, vous devriez l'interroger, ce serait super intéressant. Donc, on se lance avant de commencer de rentrer vraiment dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Mais avec un grand plaisir. Donc déjà, merci de me solliciter parce que ça me fait très plaisir de pouvoir échanger sur un sujet aussi complexe que la violence. Alors moi, je m'appelle David Chassagne, je suis un ancien soignant, j'ai été cadre de santé, j'ai été militaire dans les forces spéciales aussi et je suis criminologue par la même occasion puisque j'ai un doctorat en sciences comportementales et criminelles et j'ai voulu travailler il y a une dizaine d'années sur la violence en milieu de soins parce que je trouvais que mes consoeurs et confrères, médecins, infirmiers, aides-soignants, enfin tout le personnel qui pouvait travailler en EHPAD ou en hôpital ou même à domicile, était confronté à une forme de violence. Donc j'ai voulu créer quelque chose qui sortait un petit peu des sentiers battus en termes de formation. C'est-à-dire que j'ai pas voulu proposer forcément du karaté et du Krav Maga en première intention parce que c'est pas notre métier. Et j'ai voulu plutôt axer sur les sciences comportementales, avec notamment l'analyse comportementale, l'analyse des facteurs déclenchants, la façon d'entrer en matière avec les personnes selon l'état clinique dans lequel elles sont, et puis ensuite, effectivement, apprendre quelques petites techniques qui nous permettent de nous mettre en sécurité ou de pouvoir, alors maîtriser, c'est un grand mot, un patient qui est en crise. Et ensuite, sur le troisième axe de cette formation, ça a été aussi sur la gestion du stress en lien avec une agression, parce que ça fait jamais plaisir de se faire agresser, mais il faut retravailler le lendemain matin. Donc, comment on fait pour essayer de travailler là-dessus? Voilà. Ok, alors ouais, j'ai plein de questions qui arrivent. Déjà la question force spéciale, mais si quand même, comment on passe force spéciale, cadre de santé? Est-ce que vous étiez On s'occupe des gens, en fait. Voilà, quand on est ouais. militaire, on s'occupe des gens. Ensuite, on s'occupe des gens toujours quand on est infirmier. Et après, quand on est formateur, on continue à s'occuper des gens. C'est-à-dire qu'on essaye d'enseigner des choses que l'on a appris. Et donc, le fil conducteur, c'est l'humain. Ouais, non mais c'est clair, ça marche plutôt bien. Et qu'est-ce qui vous amène à passer sur le versant de la formation? Eh ben, justement, parce que j'ai toujours, dans ma carrière, voulu transmettre des choses. Quelle que soit la carrière dans laquelle j'étais, j'ai voulu transmettre les éléments que moi j'avais appris pour effectivement faire gagner du temps à mes confrères et consoeurs sur le terrain, et puis pouvoir proposer quelque chose qui est en lien avec la vraie vie de terrain, si vous voulez. C'est ça qui m'intéresse. Ouais. Voilà. La théorie, c'est bien, il en faut un petit peu, mais c'est surtout sur le terrain, je suis aide-soignant, comment je fais pour me sortir de ces situations-là avec un patient qui a des troubles neurodégénératifs. Parfois, on agit d'une certaine façon, et encore une fois, je ne jette pas la pierre parce qu'on ne sait pas le faire, qui fait que l'on va peut-être avoir des paroles, alors que on sait très bien que chez quelqu'un qui a des troubles neurodégénératifs, ça va être le paralangage, c'est-à-dire l'intonation de voix, et l'entrée en matière, c'est-à-dire la posture, qui vont être beaucoup plus efficaces que de dire mais monsieur, ne faites pas ça, c'est pas bien, parce qu'ils ne le comprennent pas. Ouais, un aspect plutôt non verbal, et c'est vrai que ça, c'est beaucoup de savoir-être et ça se travaille en fait. Il faut le. Complètement. Et c'est ok. Euh, et qu'est-ce qui vous amène à aborder ce sujet
de la violence, de l'agressivité? Est-ce que c'est une expérience perso? Est-ce que c'est le fait de voir ce besoin ou comment vous avez repéré en fait ce besoin, peut-être un sujet qui n'est pas assez abordé? Comment vous vous spécialisez là-dedans en fait? Alors, en fait, moi, quand j'étais soignant encore sur le terrain, quand j'étais cadre de santé notamment, j'ai vu beaucoup d'équipes en lien avec l'agressivité, que ce soit les patients des urgences, que ce soit les patients dans les maisons de retraite, etc. Et je me suis dit, quand j'ai monté mon cabinet de formation, il faut absolument travailler sur cette optique-là. Et donc, c'est pour ça que je l'ai développé. Et ensuite, je pensais la réserver qu'au public soignant, mais j'ai été contacté par de nombreux autres domaines, comme l'aéronautique avec Air France, comme les chauffeurs de bus, comme partout où il y a des professionnels face à un public. Donc aujourd'hui, j'interviens partout en France et même dans le monde entier sur des thématiques de ce type-là, parce qu'on s'aperçoit que ben, les choses ne s'améliorent pas, la violence est quand même aujourd'hui exacerbée, l'agressivité aussi, et donc il fallait faire quelque chose pour essayer de pouvoir donner des outils aux professionnels. Ok. Oui, il y a une question de société. Alors, c'est une question que j'avais notée. Est-ce que oui, quelle évolution vous voyez, par exemple, post-Covid, avant le Covid? Parce que sur les urgences, ça a été compliqué, mais ça allait depuis longtemps. Sur les EHPAD, il y a quand même eu un sujet avec le Covid, avec le fait de limiter les visites et tout ça, qui a amené beaucoup de ressenti et d'agressivité. Oui, complètement. Alors moi, je dirais qu'il n'y avait pas plus d'agressivité qu'il y a 15 ans, encore il y a 4 ans, 4-5 ans de ça. Le Covid est arrivé, et c'est vrai qu'au niveau des EHPAD, on va faire un focus sur les EHPAD, il y a eu cette impossibilité, notamment des familles, de voir leurs proches. Ça a créé énormément de frustration. Et puis, c'est vrai que derrière tout ça, on a eu quand même cette crainte des soignants d'aller au contact avec une maladie qu'on ne connaissait pas forcément, sans forcément les moyens nécessaires. Les directeurs d'établissement ont vécu quand même des choses extrêmement traumatisantes sur le terrain. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et c'est vrai qu'il y a eu un impact post-Covid derrière, avec des choses que l'on se permet aujourd'hui, qu'on ne se permettait pas auparavant. Le système du je paye, j'ai droit, on en trouve de plus en plus. Or, aujourd'hui, c'est vrai que non, on est dans une relation effectivement patient-soignant. Il y a une dimension financière effectivement dans les EHPAD, mais je trouve que malheureusement, cette dimension financière et cet aspect commercial entrent de plus en plus en jeu et ça n'arrange pas les choses au niveau des relations. Et en plus de ça, nous avons eu quand même des livres et des émissions de télévision comme alors le Fossoyeur, il y a eu des enquêtes, éléments d'enquête ou enquêtes interdites, je ne sais plus comment ça s'appelle, où on a vu quand même beaucoup de choses sur les EHPAD, et effectivement, et de choses négatives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous montre des choses négatives sur les EHPAD, on nous montre jamais le positif. Mais c'est vrai que c'est plus vendeur à la télévision ou dans les journaux de faire voir le négatif que le positif. Or, aujourd'hui, quand on a des familles notamment qui vont arriver avec un sentiment de culpabilité qui est très important parce que placer son père, sa mère, son époux ou son épouse, c'est très difficile. Et donc, si en plus de ça, le contexte n'est pas favorable parce qu'on dit, ben voilà, vous allez rentrer en EHPAD, mais en EHPAD, il se passe ça, ça, ça et ça, en généralisant le négatif, ben forcément, les gens arrivent avec un sentiment assez complexe, sont sur la défensive. Et du côté soignant, si on n'arrive pas justement, et c'est ce que j'essaye de travailler en formation, à comprendre les émotions des personnes qui nous confient leurs proches, eh ben, il y a des explosions. Et Ouais. ça, c'est ce côté famille soignant qui est très présent et qui n'était pas autant il y a quelques années. C'est vrai il y a tout ça. Moi, j'ai eu le sentiment aussi à un moment, c'était un peu avant le Covid, mais avec vraiment quand il y a eu l'essor d'Amazon autour de 2016, 17, 18, tout ça, de ressentir aussi un côté d'immédiateté. Ça veut dire qu'il fallait tout de suite, tout le temps. Tout de Et, suite, tout le temps. et c'est vrai que c'était pas évident, parce que du coup, pour l'équipe, tout ça, enfin, voilà, ce sentiment de pouvoir tout avoir tout de suite, on se disait que, d'un point de vue, mais c'est vraiment une question culturelle, en fait, hein, ça allait devenir très compliqué, et puis en plus, avec cette relation commerciale, qui est compliquée quand les moyens sont limités, parce que ça coûte déjà très cher, et parce que aussi les tarifs, les financements sont encadrés. Ça amène aussi à un autre sujet. Je me dis en écoutant, parce qu'il y a l'agressivité, des gens qui peut être parfois liés à la culpabilité, à un
parcourent un passage difficile qui peut être lié juste parfois à leur personnalité et à des choses, voilà, sur lequel. Et on reviendra après sur comment on gère, mais je me dis aussi souvent, parfois, les équipes, mais ça peut être aussi la direction, hein, c'est vraiment, on tend aussi un peu le bâton pour se faire battre dans la notion de, de posture aussi, et de clairement. comportement et de réaction et de mauvaise écoute, qui fait que les gens, déjà, ils sont un petit peu tendus. Mais en plus, on a le comportement. Parfois, c'est même pas un mot, hein, ça peut être un regard, un truc ou une réponse de dire ah, bah là, enfin, c'est trop le soignant qui va dire bah là, là, j'ai pas le temps. Donc, sous-entendu, votre problème, je m'en fous. Et C'est là, exactement ça. ça va exploser. Si vous voulez, dans la formation que je propose, je travaille sur la négociation de crise et notamment sur l'écoute active et l'écoute des émotions. Et c'est extrêmement important que les équipes comprennent que quand il y a une émotion particulière, il faut qu'on soit en capacité de pouvoir l'analyser. Alors, on va me dire aussi, oui, mais on n'a pas que ça à faire. Oui, je sais bien, mais c'est pas perdre du temps, c'est gagner du temps. Et ce que je dis aussi, c'est que dès l'entrée du résident, se joue son bien-être au quotidien. L'entrée, à mon sens, doit être faite, je pense, par un cadre de santé ou un IDEC, qui doit prendre le temps de déculpabiliser un petit peu les personnes qui vont nous confier leurs proches, qui doit faire comprendre aux parents que effectivement ce qui va se passer, ça va être très clair, la prise en charge sera de ce type, qu'ils pourront mettre un visage sur le responsable pour que derrière, on puisse être sur la réassurance et travailler ce qu'on appelle, à mon sens, la notion de confiance. Si ça, c'est bâclé dès l'entrée, c'est extrêmement difficile derrière de pouvoir recoller les morceaux. Donc moi, je pense qu'il y a déjà l'entrée où on devrait faire attention à comment on fait les entrées et ne peut-être pas les faire à la va-vite comme ça, sur le coin d'une table. Et ensuite, que les équipes puissent comprendre qu'une entrée, c'est quelque chose de compliqué, parce que c'est une vie qui va changer. On passe de 50, 60 ans de vie à la maison avec une vie en société et on l'a pas toujours choisi. Et que nous, effectivement, sur le terrain, c'est notre réalité, c'est notre habitude. On vit 12 heures par jour là-dedans. Sauf que les gens qui arrivent ne connaissent pas notre réalité. Et c'est pour ça qu'il faut tenter de créer des liens pour l'expliquer. Et là, quand on fait ça, à mon sens, déjà, on commence à travailler sur l'anticipation de l'agressivité. Sachant que pour moi, il y a deux types d'agressivité. Il y a l'agressivité réactive et proactive. Et vous avez des familles, notamment, qui vont être dans les deux options. Pourquoi? Parce que la réactivité, ça va être en lien avec des facteurs déclenchants. Comme vous le disiez très justement tout à l'heure, une attitude soignante qui n'est pas forcément adaptée. Et la proactivité, c'est ben, je vais me servir d'une certaine forme de d'agressivité pour obtenir des choses. C'est-à-dire, je vais faire peur à la direction, je vais faire peur à l'IDEC, je vais faire peur à l'aide-soignant pour qu'on s'occupe plus vite de mon proche. Oui, et ça, c'est super intéressant parce qu'autant la notion, c'est bien de mettre les mots sur ça, sur la réactivité, où on peut se dire il y a toujours une part dans l'établissement, on peut se dire on aurait pu faire mieux. Après, il faut pas non plus, et c'est ça qui est difficile parfois aussi, de pas non plus se mettre trop la pression sur des sujets, on aurait dû le faire mieux. Donc déjà aussi, c'est que l'établissement soit pas trop culpabilisé, et avec les reportages du jeudi soir, c'est pas toujours évident. Euh, Maintenant, oui, quand on a quelqu'un, et c'est le côté un peu pervers aussi hein, de certaines personnes, oui, de venir mettre la pression. Ça peut être avec du juridique, j'ai pris des photos, j'ai ci, j'ai ça, je vais faire remonter, je vais aller me plaindre, je vais envoyer des courriers aux ARS et tout ça. Et c'est vrai que moi, j'ai vécu ça un jour. C'était pas tant quelqu'un qui voulait vraiment mettre cette pression, mais qui nous mettait une pression. Et un jour, c'est l'équipe qui me dit, non, mais là, c'est plus possible. On est en train de tout déséquilibrer. Ça veut dire que maintenant, l'équipe me disait, j'ai l'impression qu'on doit répondre aux personnes qui ont une famille qui met la pression. Mais du coup, ça veut dire que ceux qui n'ont pas de famille, bah, on Ouais. les laisse tomber parce qu'on n'a plus de temps pour eux, puisque les autres, ils ont tout pris. Et ça m'avait marqué parce que je ne sais pas si c'est de l'éthique mais c'est ça qui a amené une forme de violence terrible pour l'équipe. Mais c'est éthique, oui. C'est éthique parce que c'est une injustice. Et c'est Ouais. vécu, si vous voulez, comme ça par les équipes qui disent, mais pourquoi on s'occupe de la famille Untel parce qu'ils ont une certaine puissance et qu'on va pas s'occuper de la personne qui est très gentille, qui dit jamais rien. Or, à mon avis,
ça, il faut le tuer dans l'œuf. C'est-à-dire, encore une fois, je vais vous reparler de l'entrée, mais les jalons doivent être posés dès l'entrée et il faut quand même faire comprendre aux familles que nous sommes en relation, mais que c'est nous qui dirigeons l'établissement et que dans l'établissement, on ne pourra pas tout faire. Donc, il faut être très clair. Et au bout d'un moment, si on a une famille extrêmement compliquée qui exige des choses qui ne sont pas exigeables, eh ben à ce moment-là, je pense qu'il faut aller jusqu'à leur proposer un changement d'établissement, les aider, mais que s'ils ne sont pas satisfaits avec nous, malgré le fait qu'on fasse tout ce qu'il faut, ben, ça Mm. suffit, on continue parce que sinon, ça va très vite dans l'explosion. Et parfois, vous avez d'autres familles qui vont se laisser entraîner dans cette espèce de tourbillon en voyant que cette famille-là est très compliquée, donc ça fonctionne, elle est très agressive, ben nous, on va faire pareil. Et là, on a un incendie directement. Et moi, j'interviens souvent dans des maisons de retraite, dans des EHPAD, dans des grands groupes qui m'appellent là un petit peu en catastrophe en me disant, écoutez, venez parce que là, on a une situation explosive et on ne sait plus s'en sortir. Et c'est vrai que avoir un tiers avec un œil nouveau, des fois, ça peut aider à voir tout le monde et à essayer de rassurer tout le monde. Pour reposer un petit peu les choses, mais c'est vrai que c'est c'est vraiment pas évident. Mais voilà, alors comment on amène l'équipe à évoluer? Il y a la question de l'accueil, ça c'est Ouais. certain, la question aussi de la relation à l'autre et de l'écoute. Euh, pour des gens qui vont être peut-être agressifs un peu par nature et parfois même sans s'en rendre compte, c'est pas forcément volontaire, mais c'est Non. comment, qu'est-ce qu'on peut donner comme clé à l'équipe avant le karaté, quoi? Parce que c'est pas bon Ben, site. parce que mais moi, de toute façon, dès qu'on va sur du physique, ça reste quand même un échec. Ouais, C'est-à-dire que pour bon. moi, les aides-soignantes notamment sont une des clés. Pourquoi? Parce que très souvent, alors elles sont confrontées à deux types de patients, ceux qu'elles connaissent et ceux qu'elles ne connaissent pas. Les patients qu'elles connaissent, les résidents qu'elles connaissent, il faut absolument qu'on travaille sur l'analyse des facteurs déclenchants pour être très au clair et de pouvoir se dire dès les premières minutes où une personne change de comportement, il y a quelque chose qui ne va pas et il faut qu'on mette en place des choses pour qu'on arrive à annihiler cette violence-là. C'est beaucoup plus difficile quand on ne connaît pas la personne. C'est ce que vivent nos amis des urgences. Aux urgences, il arrive des personnes que l'on ne connaît pas. Donc, il est extrêmement difficile de travailler là-dessus. Et très souvent, on était obligé de travailler sur l'aspect physique parce qu'on n'a pas pu négocier avant. Et ensuite, il y a, suivant les types de personnes, ceux qui ont des troubles et ceux qui n'en ont pas. Ceux qui n'en ont pas, effectivement, on va pouvoir travailler sur des techniques de négociation. Moi, j'ai la chance de travailler avec des gens du RAID et du GIGN qui sont tout sauf des rois de la gâchette. Et on travaille effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, sur l'écoute active. Donc, l'écoute active, qu'est-ce que c'est? C'est effectivement écouter les gens, analyser ce qu'ils sont en train de nous dire, euh, faire la part des choses, de savoir sur quoi on peut travailler et sur quoi on ne peut pas travailler. Et ensuite, c'est écouter aussi les émotions et montrer ce que l'on appelle de l'empathie. Ça me paraît très important. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un problème face à nous qui lui paraît, lui, extrêmement compliqué, nous, il est aussi extrêmement compliqué pour nous. Et il faut le lui démontrer. Parce que sinon, ça veut dire que l'on ne s'intéresse pas et on ne peut pas travailler sur la notion de confiance. Après, quand nous allons travailler avec des personnes qui ont des troubles du comportement, c'est vraiment le facteur déclenchant. Et ils sont multiples. Ça peut être ça peut être de l'environnement, ça peut être en lien avec les repas, ça peut être en lien avec les douleurs, ça peut être en lien avec tout un tas de choses. Et c'est vrai que quand je fais des formations parfois avec des aides-soignantes, je trouve qu'on a alors, une petite manque de réflexion par rapport à ça. C'est-à-dire que très souvent, on dit, oh là là, il est agité, mettons-lui du risperdal, ça ira mieux. Non. Moi, je pense qu'il est agité, qu'est-ce qui se passe? D'abord, il y a peut-être quelque chose au niveau somatique. Donc, ça serait intéressant de rechercher le somatique. Et effectivement, une fois que le somatique a été analysé, il y a peut-être quelque chose au niveau avant évolution de la maladie. Et là, on peut éventuellement s'appuyer sur des psychotropes. Mais il faut si vous voulez, moi, ce qui me choque un petit peu, c'est qu'on se retrouve parfois avec ce qu'on appelle des animations. Alors, les animations, c'est très bien et il faut en faire, sauf que jeter des ballons pour jeter des ballons n'a aucun sens. Moi, je pense qu'il faut pas travailler sur les capacités restantes des personnes et mettre en place, en face de ces capacités restantes, des activités qui leur permettent de les conserver le maximum du temps et éviter de générer de la frustration chez eux. Voilà, c'est des petites billes comme ça, hein. Il y en a plein d'autres, effectivement.
Ouais, alors sur la question des activités, c'est vrai que c'est la notion du sens qui va souvent perturber en fait, hein. Et c'est vrai que souvent l'agressivité du résident qui a des troubles cognitifs, ça vient aussi de son angoisse, son anxiété, et c'est ça qu'il faut traiter. Sur l'aspect somatique, après voilà, il y a un vrai sujet aussi, je trouve, d'inquiétude, c'est la présence et l'accès aux médecins Oui. qui pose un vrai problème, et parce que l'aide-soignante et même l'infirmière peuvent se retrouver démunis par rapport à ça. Mais c'est vrai que c'est la base. Et c'est là aussi, c'est une question de culture et d'habitude, hein. C'est oui, est-ce que bah, on prévient le médecin qu'il y a des troubles et que du coup on n'arrive pas à gérer et qu'il faut éventuellement adapter un traitement, ou alors est-ce qu'on cherche d'autres choses, quoi. Moi, je Plus pense qu'une infirmière, une aide-soignante, elle est capable de voir s'il y a un retard de sel, s'il y a une déshydratation, s'il y a un globe vésical, s'il y a ce genre de choses-là. Et à Hmm. partir de là, effectivement, qu'on appelle un médecin en lui disant mon patient il a mal, il a des troubles, ça ne veut pas dire grand-chose. En revanche, Ouais. si on détaille encore une fois avec des outils, il y a la NPIES, il y a des outils sur l'évaluation de la douleur. Moi, je suis très très surpris aussi quand je vais dans certains établissements ou quand je parle d'Algo Plus et de Dolo Plus, on me regarde avec des grands yeux en me disant qu'est-ce que c'est? Or, une évaluation de la douleur, elle doit passer par ce genre d'échelle, notamment avec des patients qui sont non communicants. Et ça éviterait effectivement parfois des psychotropes et surtout des montées en agressivité parce qu'on n'a pas détecté qu'il y avait une douleur quelque part. Ok. C'est intéressant. Du coup, ça veut dire que vous abordez la notion de l'agressivité des résidents à travers aussi, en fait, juste l'accompagnement, on va dire, normal et avec les bonnes pratiques, du soin, quoi. Je pense que déjà, ça Vous serait le bien. rappelez. Ouais. Si on arrivait à faire la base, ça serait intéressant. Après, effectivement, aujourd'hui, quand on regarde un petit peu ce qui se passe dans les EHPAD avec des difficultés de recrutement, où on se retrouve parfois avec des gens qui ont très peu de formation et qui font des rôles de soignants, c'est compliqué. Ils font tout ce qu'ils peuvent, hein. Moi, je suis en train de tirer sur personne. Mais je pense qu'on devrait développer comme ça, au moins des compétences sur ce thème de la violence pour éviter justement que les patients souffrent inutilement, quoi. Et Ouais. genre, derrière une crise de violence. Alors, il n'y a pas que ça, hein. Après, vous allez avoir des gens qui parce que ont un caractère particulier, mais non, je ne parle pas de ceux qui ont des troubles, vont être violents parce qu'ils l'ont été toute leur vie, ou désagréables parce qu'ils l'ont été toute leur vie. Mais ça, encore une fois, ça s'accompagne. C'est tellement facile de dire, moi, je ne veux pas aller dans la chambre 23 parce que c'est Monsieur Lambert qui est extrêmement compliqué. Non, moi, je pense que notre rôle de soignant, c'est effectivement de comprendre Monsieur Lambert. Et puis, si c'est quelqu'un d'extrêmement compliqué, de faire avec parce qu'on a une mission. Et la mission, c'est de soigner les gens. Ouais. C'est là aussi un sujet très intéressant sur lequel, par exemple, pour l'illustrer un peu plus, si on a quelqu'un qui est très désagréable, mais qui va plus loin qu'être désagréable, parce qu'après tout, il n'y a rien qui interdit d'être désagréable. Hmm. Par contre, qui va aller, je sais pas, par exemple, sur des propos vexants, racistes, on va avoir Homophobe, toujours cette, bien sûr. voilà, on va avoir toujours cette difficulté, moi, je trouve, alors que la question ne devrait pas se poser, c'est est-ce qu'il y a des troubles cognitifs ou pas? Est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est volontaire ou finalement moins volontaire parce qu'on est lié à des troubles cognitifs? Maintenant, c'est une forme c'est une violence verbale de la part du résident, de l'usager. Ça peut être aussi le patient, hein, si on revient aux urgences. Comment on gère ça? Parce que là, on est sur, il y a plus tellement, on peut plus trouver d'excuses de dire bon bah voilà, la personne elle est pas bien, elle a mal, elle a peut-être mal, mais la culpabilité et tout ça. Mais je veux dire, il y a moins l'acceptation de dire ok, c'est le patient, le malade, le résident, donc on tolère. On arrive dans l'intolérable. Donc comment on gère ça? Ben justement, c'est quand on arrive dans l'intolérable. Et qu'est-ce qui est intolérable? Et ça, je pense que dans les maisons de retraite, notamment dans les EHPAD ou dans les établissements hospitaliers, il faut savoir, mais ça au niveau de direction, ce qui est permis ou ce qui n'est pas permis. Par exemple, vous avez quelqu'un qui a des troubles cognitifs et qui va mettre la main aux fesses par inadvertance à une aide-soignante. Je pense qu'on peut l'admettre parce qu'il y a un trouble cognitif, donc il faut derrière qu'il y ait quand même un diagnostic. Et surtout derrière, c'est qu'est-ce qu'on fait avec l'aide-soignante qui vient d'avoir pris cette main aux fesses. Voilà, c'est surtout ça, c'est la Mm. gestion de cette post-agression. Et puis après, vous avez ceux qui vont faire ça d'une manière tout à fait volontaire,
et en connaissance de cause. Et là, je pense qu'on ne doit rien laisser passer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le client n'est pas le roi. Mm. Moi, je travaille en ce moment avec les spas et les hôtels de luxe. Les spas, ce sont des milieux très compliqués où vous avez une cabine de spa avec un praticien ou une praticienne et un client ou une cliente. Et on a travaillé justement sur qu'est-ce qui est acceptable ou pas. En fait, la personne est en train de se faire masser, elle tombe sa main, elle tombe sur la fesse de la praticienne, elle s'excuse, il n'y a pas de souci. Par contre, si c'est 2 fois, 3 fois, on arrête le soin et le client rentre chez lui. Et je pense que, à un moment donné, dans les établissements de soins, quand nous avons des gens qui sont coutumiers du fier et qui n'ont pas de troubles cognitifs ou du comportement diagnostiqués, à ce moment-là, je pense que pour protéger nos équipes, il faut aussi dire, ben nous, on n'accepte pas de pouvoir travailler avec cette personne, tout Ouais. simplement. Ce qui est, je pense que ce qui doit se faire dans la majorité des cas, mais avec une difficulté aussi de dire qu'il y a une obligation d'accompagnement. Alors, Eh on oui. peut toujours mettre fin à un contrat de séjour et puis réorienter vers un autre établissement, mais ça me fait penser à, en fait, à peut-être parfois juste décaler le problème et le refiler à son voisin, quoi. Parce que Oui, la personne ne changera pas. Alors après, c'est pas pour ça qu'il faut rien faire, hein, mais voilà. Nous, on est pris dans les deux sens, si vous voulez. Il faut s'occuper de la personne, mais il faut qu'on s'occupe aussi de nos équipes. Parce ouais. que les équipes n'ont pas à subir ce genre de choses-là. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je pense que c'est l'approche bénéfice-risque. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui est le bénéfice? Qu'est-ce qui est le risque? Pourquoi je garde cette personne alors qu'elle est insupportable et elle a des gestes et des passages à l'acte? Ou alors, est-ce que ben, je tente autre chose? Et ça peut être en lien avec un diagnostic médical à faire. Je voulais revenir aussi sur un point. Donc, on a parlé de l'agressivité entre le soignant, son patient, le résident. On a évoqué la famille, forcément. Comment vous abordez l'agressivité qu'il peut y avoir parfois entre collègues? Alors, là, on se retrouve, à mon sens, devant un souci managérial. On parle d'équipe. Pour moi, une équipe, j'entends parler d'équipe, de contre-équipe, de machin, d'aide-soignante d'un côté, d'infirmière de l'autre. Et ça, je pense qu'il faut cultiver l'équipe et c'est le job de l'IDEC ou du cadre de santé, à un moment donné, de par sa posture, qui fasse que tous les éléments qui vont rentrer en compte dans l'agressivité entre les collègues soient vus et soient traités. Si on laisse faire ce genre de choses, on va se retrouver avec des équipes qui explosent, avec des meneurs négatifs, et ça, c'est très embêtant. Donc, il faut montrer à un moment donné, je ne suis pas pour l'autoritarisme primaire, hein, ni pour le système militaire, quoique, mais je pense qu'il faut faire voir qui commande. Voilà. Et que l'important, c'est le patient, c'est les familles, et que nos histoires à nous, effectivement, il peut y en avoir, mais on doit les régler. Et sans oublier que le sens de notre métier, c'est de prendre en charge les patients et que ça ne doit pas intervenir. Moi, pour ne rien vous cacher, il n'y a pas très longtemps, j'ai été appelé par un directeur d'établissement qui avait des confrontations dans son service, des confrontations religieuses. On a réussi à le gérer, mais ça a été difficile parce qu'il a fallu faire comprendre le sens des choses à tous ces belligérants Ouais, revenir aux bases, fondamentaux. Aux fondamentaux. On est là au pourquoi? pourquoi On on est est là là, pour les ouais. patients, pour les familles et les histoires personnelles des uns et des autres. Alors ça peut être religieux, mais c'est plein de choses, hein. Parce que les types de conflits, il y en a Ben, plein. le fameux, j'en discutais hier avec quelqu'un qui est en stage social, et elle m'a pas dit bonjour. Par Et à exemple, partir de là, le monde s'effondre. par exemple. Bah oui. Ouais. Mais c'est pour tout et rien. Et si vous voulez, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le tout de suite. Donc, moi, je pense qu'effectivement, il faudrait que chacun mette un petit peu d'eau dans son vin dans les équipes. Et encore une fois, qu'on retravaille sur le sens des choses. On est là, non pas pour régler ses problèmes perso, on est là pour travailler pour les résidents qui payent une certaine somme à la fin du mois. Ouais. On est là dans une phase qui est un petit peu plus tendue qu'avant. C'est le fait que ces difficultés de recrutement, il y a beaucoup de directeurs qui disent, mais aujourd'hui, en fait, j'hésite à agir parce que parfois on en discute. Alors c'est vrai que je sais pas si moi j'ai du mal à voir quand même comment la discussion, comment le fait
se, se poser et discuter du sujet, ça permet quand même de faire retomber les choses et de repartir sur des bonnes bases. Parfois, ou peut-être que c'est parce que c'est trop tard, mais une fois qu'on a eu ces tensions, ces conflits, ça laisse quand même des traces qui me font penser que il faut un mouvement dans l'équipe. Ça veut dire que Alors, je suis pas certain qu'on va pouvoir continuer. voilà, moi je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a posé les bases et qu'on a eu à recevoir des gens qui sont dans le conflit, euh, même si on a des difficultés de recrutement, moi je préfère travailler en sous-effectif quelque temps, quitte à faire venir des intérimaires, etc., et me séparer de gens qui mettent la panique, plutôt que de continuer et que ça pourrisse complètement le système. Donc oui, effectivement, de temps en temps, il faut être suffisamment soutenu par sa hiérarchie, parce que c'est pas toujours facile d'être directeur d'EHPAD, et de dire, voilà, stop aujourd'hui, moi je ne peux plus travailler avec vous, monsieur et madame, terminé, on m'a fait un contrat, mais derrière, que l'on ne laisse pas courir ces situations-là, parce que sinon, c'est quasiment, ça prend feu, c'est très très rapidement un incendie incontrôlable. Et Ouais, malheureusement, ce sont les patients qui s'en retrouvent impactés. ouais, c'est certain. Et le reste de l'équipe aussi, hein. Mais c'est vrai Le que reste de c'est l'équipe. très compliqué et ça amène un choix à la fois difficile. Alors, en fonction des statuts, je pense à l'hôpital public, hein, où une équipe qui va pas, qui dysfonctionne, il va rien se passer parce que, ou alors on va répartir dans d'autres services qu'on va polluer par des comportements qui sont pas sérieux. Euh, Et il y a aussi cette notion managériale dont on parlait tout à l'heure, où je pense qu'aujourd'hui, on a un manager qui est respecté, et je ne parle pas d'un tyran, hein, je parle de quelqu'un qui va faire son travail correctement. Ça doit très peu arriver, ce genre de choses. Et puis, si ça arrive, il faut qu'il y ait vraiment comment dirais-je, une collégialité autour de ça pour qu'on se sépare des éléments. Alors, à l'hôpital public, on ne s'en sépare pas comme ça, mais effectivement, qu'on puisse faire des changements de service, parce que c'est inacceptable. Et c'est décrédibiliser un manager que de ne pas pouvoir lui donner la possibilité de pouvoir agir. Or, ou alors on agit, ou alors on fait de la garderie. Si on fait de la garderie, je pense que les projets de service et surtout les patients s'en retrouvent fortement impactés. Et puis aussi, les gens qui viennent uniquement pour faire leur travail correctement, qui doivent vivre ouais. dans une ambiance complètement délétère. Donc les conflits, il faut les. Alors, il n'y a qu'à faucon, hein. C'est toujours plus facile à dire qu'à faire, hein. Mais je pense qu'il faut les prendre à la base. Et c'est pour ça que l'aspect managérial est important. C'est-à-dire que pour moi, un manager, il ne reste pas dans son bureau. Il doit aller aussi dans son équipe vérifier ce qui se passe. Et ça de manière quotidienne, pour ressentir l'ambiance et derrière travailler sur les choses qui ne vont pas. Pour que derrière, effectivement, on puisse engranger un maximum d'informations et pouvoir intervenir. Ouais. Euh, alors, c'est vrai que ça, c'est vraiment le sujet parce que être présent, ressentir, pouvoir se parler et c'est aussi remettre du sens. C'est vrai que enfin voilà, ça peut nous paraître évident et logique. Maintenant, c'est vrai que je me mets à la place du manager qui commence, qui débute. Euh, c'est quand même très compliqué. Comment on se met enfin, voilà, comment on perçoit l'ensemble des dimensions qui vont jouer, comment on repère aussi, parce que en général, la personne qui va amener les conflits vis-à-vis du manager, elle est très maligne. Elle se fait pas repérer tout de suite. Le truc, c'est qu'encore une fois, manager, ça ne s'apprend pas à l'école. Alors, je suis désolé pour tous ceux qui ont fait des masters de management, etc. Mais manager, soit vous l'avez pas. Donc, aujourd'hui, comme je vous disais précédemment, on met en place des managers qui sont diplômés, qui sont très bons techniquement dans leur métier précédent et qui vont devenir des managers, c'est pas forcément une réussite. Moi, je préfère qu'effectivement, on mette à la place de ces managers-là des gens qui sont avec un premier métier de manager et qui savent de quoi ils parlent. Parce qu'effectivement, si on n'arrive pas à détecter tout ça, et moi je comprends, hein, le jeune qui débute, qui ne connaît pas trop les équipes, va très très vite pouvoir tomber dans une certaine forme d'enfumage, et puis derrière, ne pas agir, et effectivement, ça va partir en vrille très rapidement,
où vous allez avoir des leaders qui vont prendre la place du manager parce que il ne prendra pas sa place. Donc, il faut travailler la posture managériale, la prise de décision et l'analyse des situations. Ça, c'est à mon avis extrêmement important. Et moi, quand je travaille avec des équipes de management comme ça, en faisant des formations sur le management, je leur dis que le plus important, c'est son positionnement. C'est son positionnement, c'est sa posture, c'est le fait de savoir pourquoi on est là. On n'est pas là pour être amis avec les gens, on est là pour être dans un domaine où on va être respecté. Et malheureusement, il y a trop de dérives socio-affectives parfois qui font que les gens dévient. Et ça se comprend, hein, parce que manager, on est très seul. Donc, on a besoin aussi d'avoir un petit peu du monde autour de soi, là, comme c'est pour se rassurer. Mais c'est pas la bonne solution. Ouais. Positionnement, discours, écoute, prise de décision, communication. La communication, c'est ultra important. Il faut qu'il comprenne un manager qu'il va avoir une équipe avec 25 personnes, où il va y avoir des aides-soignants, des infirmiers, des kinés, voilà. Et ce qui est, à mon sens, très important, c'est de parler la même langue. C'est-à-dire qu'ils comprennent le parler médecin, le parler kinésithérapeute, le parler orthophoniste, le parler psychologue, le parler aide-soignant, parce qu'on doit jouer avec toutes ces sensibilités-là. Et ça, c'est très important. Et si on n'arrive pas à comprendre les sensibilités des uns et des autres, on va partir sur quelque chose qui sera de l'à peu près. Et l'à peu près, ça fonctionne pas avec les êtres humains. Ah, vous avez raison. C'est vrai que c'est lié à ça. Alors après, et en plus, c'est vrai que dans les établissements, c'est vraiment beaucoup de métiers et un peu trop de personnes aussi peut-être à gérer. Ce qui fait que c'est des grosses équipes avec des métiers différents et ce qui amène encore plus de complexité au quotidien. Et puis, il y a autre chose qu'on n'a pas évoqué, c'est qu'il y a l'intergénérationnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Oui, en nous plus. avons des collaborateurs et collaboratrices qui vont avoir 22, 23 ans, et nous en avons certains qui ont 55, 60 ans, et l'entre-deux. Et tout cela n'ont pas les mêmes aspirations au travail. Mm. Aujourd'hui, vous dites à un jeune homme de 22 ans, ben voilà, si tu travailles bien, tu auras ton CDI, et il vous répond, mais je m'en fiche un peu du CDI, moi. Ce qui m'intéresse, c'est de m'éclater au travail et d'avoir mes temps de repos. Non, Alors que exactement. quelqu'un plus âgé, c'était une autre façon de voir les choses. Et ça, le manager doit le prendre en compte. Il faut le comprendre et l'accepter. Je pense que Et la- beaucoup l'ont compris, mais c'est encore dur à accepter cette notion de CDI, c'est vrai, hein, qui est finalement presque qui devient le repoussoir, en fait, où les gens veulent surtout pas. Bah non, si j'ai un CDI, moi aujourd'hui ça va, mais je veux pas m'engager plus que ça. Pas m'engager plus que ça. Voilà. C'est, Bah, c'est comme ça. je veux pas me marier. On est ensemble, Je- mais je veux pas me on est marier. ensemble, mais je ne veux pas me marier. Tout va Et bien. quand j'en ai assez, j'appuie sur un bouton et puis je choisis un autre. Avec Ouais, ouais, une et application. encore, moi je trouve pas forcément. Finalement, les gens disent OK, juste, je veux pas m'engager dans la durée, je veux pas signer quoi. Je suis là pour une durée indéterminée, mais je veux pas le signer. Voilà, je veux pas être prisonnier. C'est ça. Et c'est le sentiment, je trouve que ça renvoie. Enfin bon. Je trouve que c'est intéressant notre échange qui part sur le management parce que finalement la gestion de l'agressivité et le management, en fait, on est exactement toujours sur la même ligne de dire que c'est l'écoute et l'accueil des émotions, la compréhension des émotions et de l'autre, et après bah, la réaction plutôt appropriée en fonction de la situation, quoi. Et en fait, c'est vrai que j'ai vu à travers votre site les formations, gestion des agressions, le management. En fait, c'est plus ou moins la même chose. Oui, c'est lié. Bien C'est sûr, très c'est lié. lié en fait. Enfin, c'est pas la même chose, mais c'est très lié. On est surtout sur un contexte et des personnes. Enfin, vous adressez pas aux mêmes personnes, mais j'ai l'impression que le fond est très très proche sur la notion humaine, d'écoute, de relation humaine. Ma façon de faire est basée sur l'humain. Voilà. Encore une fois, quand j'arrive, alors effectivement, hein, sur 2 heures, je montre aux stagiaires dans les formations comment on fait pour se sortir d'une situation complexe de manière physique, en protégeant l'autre parce qu'on n'a pas à faire de mal à l'autre. Mais effectivement, il y a des fois, on est saisi au cou par les cheveux, par les bras. Bon, donc on fait voir des choses. Mais ça reste un échec. Pour moi, il faut travailler sur le côté humain, sur l'anticipation et la connaissance de l'autre. Et à partir de ce moment-là, il y a un grand guerrier chinois qui s'appelait Sun Tzu qui disait la meilleure façon de gagner la guerre, c'est de pas la faire. Et je suis tout à fait Ouais. d'accord avec ça. Voilà. Pas de physique, pas tout ça, mais parfois ça peut arriver, mais c'est 10% des cas. Or, aujourd'hui, par mes connaissances,
Eh ben, dans certains établissements, c'est tous les jours. Tous les Hmm. jours, il y a des activités, comme on a dit tout à l'heure, hein, alors entre collègues certes, mais avec les résidents, avec les familles, avec des situations qui dégénèrent de manière exacerbée, quoi. Ok. Une dernière question, comment on gère l'agressivité de son manager pour le soignant? Alors c'est très difficile quand on est subordonné d'aller dire à son manager qu'il a dépassé les bornes. Euh, Moi, je crois que c'est ce qu'il faut faire malgré tout. Et éventuellement, si on a une équipe qui fonctionne bien, c'est en équipe pouvoir solliciter un entretien avec un manager et lui dire que on n'est pas forcément d'accord avec sa façon de faire et qu'on est là pour l'aider, pour l'améliorer. Très souvent, les gens qui sont agressifs ou qui font, entre guillemets, péter les galons, c'est parce qu'ils ne sont pas très sûrs d'eux. Euh, Moi, je pense qu'il faut, quand on a un directeur, enfin pas un directeur, un manager qui est dans cette optique-là, plutôt que de partir sur un deuxième temps avec des plaintes, des choses comme ça, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe. Est-ce que c'est le travail qui n'est pas fait? Est-ce que il part sur des objectifs qui sont trop éloignés de la capacité des gens? Et c'est très souvent ça qu'on peut revoir d'ailleurs. Quand on a des jeunes, alors le jeune n'est pas un bon critère, hein, mais des gens qui débutent dans le management et qui parfois mettent la barre trop haut. Et comme ils mettent la barre trop haut, on se retrouve en échec sur les projets et de ce fait, eux-mêmes, ils sont impactés parce qu'ils n'arrivent pas comment dirais-je, à atteindre leurs objectifs et derrière, ça dégénère. Et moi, je pense que ça devrait faire partie d'une communication adaptée entre certaines personnes de l'équipe ou la totalité de l'équipe qui puissent dire à un manager, voilà, les objectifs que l'on a, malgré toute la bonne volonté, sont inaccessibles. On doit les modifier pour qu'on puisse atteindre les objectifs. Et je pense que ça, c'est entendable, ce n'est pas agressif. La deuxième solution, si vraiment on est sur de la toxicité et qu'on a de l'autoritarisme primaire, je pense que c'est directement à ce moment-là je vais pas dire de créer un dossier particulier, mais il faut se tourner vers les partenaires sociaux et essayer de voir avec la direction si on peut pas améliorer les choses parce qu'on a une situation qui est explosive dans un service, en lien avec du management. Je ne vois pas vraiment d'autres solutions. Ou alors après, effectivement, c'est la direction générale qui peut prendre son manager en essayant de lui dire que sa façon de faire n'est pas la bonne. Ouais, en parler, en sachant que ça reste très dur pour les équipes parce que il y a, je suppose, une peur de représailles et puis ça amène quand même dans une situation particulière, quoi. Mm. Ok, et ben on a fait un tour, je trouve, très intéressant et puis on a parlé management, donc ça c'est aussi toujours très intéressant. Pour conclure, si on souhaite former son équipe à la gestion de l'agressivité ou au management ou à, à d'autres approches, comment on vous sollicite? Alors, moi, j'ai mon site internet, ou alors j'ai mon numéro de téléphone, ou alors j'ai aussi LinkedIn, avec qui je travaille beaucoup. C'est un réseau professionnel, ben, là où on s'est rencontrés d'ailleurs. Donc, on peut m'appeler ou m'envoyer un courrier, un mail. Et dans la formation que je propose, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que j'assure aussi un suivi derrière. C'est-à-dire que quand nous avons notamment des gens qui ont été agressés d'une manière assez violente, euh, je, éventuellement, je les prends après en suivi pour que l'on puisse mettre des mots sur les émotions. Alors, je ne fais pas un travail de psychologue, je ne suis pas psychologue, je suis psychocriminologue, c'est un autre métier, mais ça permet, si vous voulez, quand on a fait la formation, quand on s'occupe d'une personne, d'avoir déjà cette relation de confiance qui existe, et ça peut permettre d'éviter d'aller vers le psychologue d'emblée, sachant que moi, si je détecte des choses qui sont de l'ordre du psychologue, je le renvoie sur des professionnels de santé. Voilà. Donc en fait, voilà, il y a ces façons-là de me joindre par mail ou par téléphone directement ou sur LinkedIn. Et puis ensuite, ben, on fait des formations qui durent en général 2 jours avec énormément de mise en situation parce que je pense qu'on apprend par la mise en situation. Voilà, sur différentes thématiques en lien avec tous les patients et les familles et tous les types que l'on peut rencontrer quand on est dans un EHPAD ou dans un établissement différent.
Ouais, et vous avez élargi, c'est vrai que la question hôtel, spa, mais Ah ben oui. même les centres commerciaux, la poste, enfin, c'est vrai qu'il y a Oui, cette notion tout le temps de public, de gens qui ont des demandes, des attentes, ça va vite. Pôle emploi, la CAF, les Ouais, crèches, les restos du cœur, Air France, enfin voilà, tout, partout où il y a du public, on se retrouve avec des situations d'incompréhension et parfois aussi, hein, nous générons de l'agressivité nous-mêmes, vous l'avez très justement dit tout à l'heure, il suffit d'un regard inadapté, d'un sourire inadapté, d'une réflexion et ça peut partir en vrille. Et donc on a un travail à faire sur nous-mêmes et ça, on s'en rend pas compte. On non, pense toujours que l'agressivité vient des autres, c'est vrai. mais quand vous êtes aux urgences, par exemple, et je vais conclure là-dessus, vous restez 5 heures ou 6 heures aujourd'hui aux urgences et que vous avez l'aide-soignante qui passe et qui vous calcule pas, au bout d'un moment, vous vous levez et vous dites, moi j'ai mal, j'ai peur et j'ai besoin qu'on me prenne en charge. Alors que si l'aide-soignante avait pris 30 secondes de son temps en disant, mesdames, messieurs, on est très occupés, mais on sait que vous êtes là et on vous prend en charge très rapidement, ça change tout. Ça fait un accusé de réception. C'est ça. Super. Eh ben, merci à vous et puis C'est moi. à bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.